bonjour. Oui, c'est le seul mot que je connais en français. Je suis désolée, je ne peux vraiment pas faire mieux que ça. J'aimerais beaucoup parler mieux le français, mais je suis vraiment très heureux d'être ici. Je suis heureux parce que, bien que je n'ai été ici que depuis quelques jours, j'ai vu beaucoup de... je reconnais beaucoup d'amis ici, dans ce public. Mais je n'avais jamais été en Bretagne auparavant et c'est vraiment une région très, très belle. Je suis vraiment très heureux également à cause de cet endroit que vous avez choisi. Je pense que c'est vraiment tout à fait approprié à notre thème. Nous sommes sur un lieu de marché, ne l'oublions pas. Les marchés, ce sont traditionnellement des lieux de rencontre, en fin de compte, où les gens viennent pour prendre, acheter et vendre. C'est un échange. Et dans la plupart des temps, ces échanges sont bénéfiques à toutes les parties présentes. Les marchés, ce sont des lieux pour la communauté. C'est là où se crée l'innovation. Et donc, vraiment, c'est vraiment très, très important. Donc, le fait que nous soyons ici, et là, évidemment, on ne va pas échanger des biens ou des services, on va échanger des idées, mais on va échanger de la passion, on va échanger de l'esprit, et on va également échanger de la confiance. Et c'est vraiment très, très important pour nous, pour voir où on va aller. Parce que sans échange, sans cette confiance, sans cette idée, sans échange, il n'y a pas de possibilité d'innovation, en fait. Et on dit que ce qui est vraiment important avec les idées, c'est que c'est la seule chose que l'on peut donner. Mais en fin de compte, vous donnez quelque chose, mais vous gagnez à l'intérieur, vous renforcez. Et je crois que l'un des problèmes, en fait, que la plupart des gens ont, c'est qu'ils ont l'impression que leurs idées, c'est quelque chose que vraiment ils doivent garder pour eux. Et qu'il faut vraiment les serrer et vraiment les garder vraiment pour eux et qu'ils ne veulent pas partager. Et ils ne veulent pas les partager avec les autres. Ils ne veulent pas que les autres les aient. Et pourtant, c'est ça l'innovation. L'innovation, c'est la dissémination, c'est la diffusion. Donc, je ne vais pas parler aujourd'hui de tout ça. Je vais surtout parler aujourd'hui de structure. Ce que je veux dire, on va parler du design thinking, on va parler de comment résoudre des problèmes de manière innovante, on va parler d'innovation. Mais ce qui est vraiment au cœur de ça, ce sont les structures. Comment savoir utiliser les structures? Et vous savez que la structure, dans tous les domaines, en fait, ce sont les structures qui vraiment nous permettent de nous dépasser. Ça nous permet d'agir, d'aller plus loin, de réfléchir plus loin. Donc c'est pour ça, vraiment la base de tout, ce sont les structures. Évidemment, ce serait bien si j'avais moi la structure de ma présentation. Voilà. Alors, quand j'ai essayé quand j'ai commencé des recherches pour mon bootcamp, je suis tombée sur cet exemple. Vous le connaissez sans doute, c'est l'un des plus grands scientifiques de la fin du 19e et fin du 19e, début 20e, donc Jean-Henri Fabre. Et c'est un scientifique qui a fait une expérience que vous connaissez peut-être. Bon, il s'est intéressé à plusieurs niveaux, c'est un entomologiste. Mais il s'est en particulier intéressé à la processionnaire du pain, donc à une chenille. Et parce que le comportement de ces chenilles dans les forêts, en fin de compte, est assez intéressant. Donc les chenilles, en fin de compte, nichent dans des pins, vraiment, des pins très particuliers. Et en fin de compte, elles vont à la recherche de nourriture en procession, d'où leur nom, processionnaire du pain. Donc elles marchent comme ça à la queue leu-leu. Et en fin de compte, on s'est aperçu que peu importe la chenille de tête, on peut remplacer la chenille de tête, tous les autres continueront à suivre. Alors on ne sait pas vraiment pourquoi elles fonctionnent comme ça, mais c'est comme ça qu'elles recherchent la nourriture. Il a essayé de savoir, en fin de compte, d'essayer de mesurer donc, en fin de compte, la force de cet instinct.
Donc c'est instinct qui les pousse à marcher comme ça, les uns derrière les autres. Et il avait une serre, en fait, avec un très grand pot, un pot en terre, hein, où il y avait une plante qui était à peu près grand comme ça, et qui était remplie de terre. Et au centre de ce pot, et il a mis au milieu de ce pot, donc rempli de terre, il a mis un petit pot d'aiguilles de pin, donc la nourriture des chenilles. Donc les chenilles ont commencé par grimper sur le pot, elles ont fait le tour donc du bord du pot, et en fin de compte, une fois que toutes les chenilles avaient fait le tour du pot, il a empêché les autres de les suivre. Donc on avait un cercle complet de chenilles qui marchaient sur la circonférence du pot. Mais pendant 5 jours et 5 nuits, ces chenilles ont continué à tourner en rond comme ça. Et la seule chose qui les a en fin de compte sauvés, c'est qu'elles étaient tellement épuisées, ces chenilles, qu'à la fin, elles étaient incapables de continuer à marcher comme ça les unes derrière les autres. Donc le cercle a fini par se disloquer et certaines ont enfin eu l'idée d'aller vers le centre du pot et pour manger les aiguilles du pain. Et en fin de compte, dans une certaine mesure, nous sommes tous des processionnaires du pain. On fait, on refait, encore. Et dans certaines circonstances, si une chose marche dans certaines circonstances, on va répéter cette méthode, même si ça va être dans une autre situation, ça va être un désastre. C'est vraiment très difficile pour nous de changer nos habitudes. En fait, camper sur ses positions, c'est une bonne chose. Bien sûr, mais uniquement si vous préférez la cohérence à l'intelligence. Mais ça n'aide pas beaucoup. Donc, quand on parle de design thinking ou de pensée créative, vraiment, là, le but, c'est de changer la manière dont l'angle d'aborder les problèmes. Les problèmes ou une entreprise ou une situation particulière. Donc, vraiment, on est vraiment en train de changer les états d'esprit. Parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être se dire, mais dis-moi, moi, je suis très créative. Je réussis dans la vie, j'ai une entreprise. Je travaillais bien à l'école. J'ai eu des promotions dans ma carrière professionnelle, mais peut-être qu'il y avait une meilleure façon de le faire, vous pensez? Parce que c'est ça le problème. Et c'est pour ça que nous sommes des processionnaires du pain. Tout le monde pense qu'ils pensent le mieux qu'ils peuvent. Mais on peut tous apprendre à mieux penser. Et si on utilise certaines structures, à condition, bien sûr, d'utiliser certaines structures de pensée. Et moi, je pense que beaucoup de personnes pensent que la créativité, il suffit juste de sauter dans tous les sens et on est très créatif. Mais ça, c'est pas la créativité du tout. La créativité, en fait, c'est de la discipline. La créativité n'est en aucun cas une échappatoire à la discipline. C'est une échappatoire structurée. Et vous appliquez la discipline, ou si vous essayez d'être créatif de manière disciplinée, vous allez gagner en créativité, gagner en puissance. Et vous allez gagner du temps. Donc, en fin de compte, on revient toujours au même point, les structures. Donc, si je vous dis qu'il y a des structures dans la créativité, vous allez tous me dire, oui, oui, bien sûr. Mais je vais continuer à faire ce que je fais comme je le fais, comme d'habitude. Mais personne ne dirait cela si je vous parlais d'une activité physique, d'une activité d'athlétisme, par exemple. Combien d'entre vous jouent au tennis? Levez la main. Combien jouent au golf? Est-ce que vous pourriez vous améliorer au golf? Bien sûr. Est-ce que vous pourriez vous améliorer au tennis? Bien sûr. Pourquoi? Parce que vous pouvez apprendre des structures de compétences, des techniques, que vous pouvez vous entraîner. Donc, dans toute activité humaine, on peut toujours s'améliorer. En 400 avant Jésus-Christ, il y a eu la bataille de Marathon.
Et marathon, comme vous le savez peut-être, marathon, c'est donc un lieu qui se situe à 40 km d'Athènes. Et un jeune soldat du nom de Philippides a reçu la mission donc, de courir de marathon à Athènes pour faire part de la victoire des Athéniens. Et vous savez ce qui est arrivé? Vous vous souvenez ce qui est arrivé à Philippides en arrivant? Eh bien, il est tombé mort. C'était un jeune soldat, peut-être 19-20 ans, donc vraiment dans la fleur de l'âge. Et il est mort après avoir couru 40 km. Mais aujourd'hui, presque 1 million de personnes par an courent des marathons. Et la plupart sont bien plus âgés que Philippides. Certains sont même plus âgés que moi. Mais très peu meurent. Donc la question est de savoir, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne meurent pas? Et c'est à cause de la structure. Est-ce que il y a des marathoniens ici? Donc vous savez que si vous entraînez pour un marathon, il ne suffit pas de courir dans tous les sens. Ce que vous faites, c'est que vous allez courir, vous allez sprinter pendant un certain temps. Vous allez changer votre alimentation, vous allez changer votre style de vie, changer vos vêtements. Et c'est le résultat de toutes ces choses qui fait dont n'a pas bénéficié Philippides et qui explique que Philippides soit mort après sa course de 40 km. Donc ça, c'était vraiment quelques exemples du rôle des structures et de la nécessité d'avoir des structures pour pouvoir avoir une pensée créative ou dans le domaine du design thinking. Et je vais vous en donner encore quelques autres. Donc, voici des exemples. Donc, c'est vrai, il y a plusieurs sessions de design thinking en français. Il y en a une qui va être en anglais, sur Thalès. Et vous allez avoir aussi une présentation sur les solutions créatives avec Gust. Et vous tous allez participer à une Reboot Camp et qui va parler donc du Business Model Canvas, donc une manière pour penser de manière créative le modèle d'affaires d'une organisation. Et ça dans tous les domaines. Dans tous les domaines d'une organisation. Donc, ce n'est pas des choses qui sont vraiment prises au hasard et qu'on a mis ensemble comme ça. Donc, voilà comment ça marche. Et vous allez donc pouvoir, vous aurez l'occasion d'approfondir ces aspects cet après-midi. Mais puisqu'on parle de structure, il y a également ça. Combien d'entre vous ont des enfants? Non, ça vous connaissez bien, je pense. Donc, voilà, imaginez-vous, vous ouvrez la porte de la chambre de votre enfant a peut-être 3-4 ans, peut-être 5 ans, et vous tombez sur ça. Et vous demandez à votre enfant, vraiment, il faut que tu ranges ta chambre. Et puis le gamin, il vous regarde. Et ils ne comprennent pas ce que vous leur demandez. Parce que pour eux, eh ben, ça va très bien. Et ils ne savaient même pas par où commencer, en fait. Donc, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous lui dites, si tu ranges ta chambre, eh bien, tu as ce jouet-là, tu le ramasses, il est par terre, tu le ramasses et tu le mets sur cette étagère-là. Et puis, cette chaussure-là, tu la prends, puis tu la mets dans le placard. Et donc, vous leur expliquez ce qu'ils doivent faire. Vous leur expliquez comment le faire. Donc, ce sont des petites routines voilà. Et petit à petit, l'enfant va apprendre à ranger sa chambre. Et c'est exactement la même chose pour nous. Quand on utilise notre cerveau, il y a plein de petites routines, en fin de compte, que l'on met en place et que vous pouvez utiliser. Vous n'avez même pas besoin d'attendre la fin de cette présentation. Vous pouvez commencer à les utiliser maintenant. Et elles sont tellement simples que vous n'avez pas à faire un effort pour les apprendre. Mais le problème, c'est qu'on ne les utilise pas, ces petits trucs, ces petites routines. Alors, ces algorithmes, ce que j'ai appelé donc ces routines, ces sous-programmes, en fin de compte, il y a 7 règles très pratiques, règles basiques, pour avoir plus d'idées, des idées plus innovantes, plus souvent. Quelles sont ces règles? Et vous allez peut-être penser que ces règles sont vraiment stupides parce qu'elles sont vraiment très simples. La première règle, être attentif. Ça a l'air évident, mais combien d'entre vous sont venus ici en marchant? Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez fait attention à ce qu'il y avait dans la rue?
Peut-être rien, vous n'avez peut-être rien vu. Mais c'est difficile de faire attention à ce qui se passe autour de nous quand on marche dans la rue. Ça demande un effort. Et il y a eu une histoire très intéressante, celle d'Alexander Fleming. En 1928, je crois qu'il était âgé de 35 ans, et il faisait des expériences à l'université CHU de Londres. Et il avait laissé donc une boîte de pétri dans laquelle il avait fait des cultures de bactéries. Et puis il avait oublié cette boîte sur le bord d'une fenêtre, sur le rebord d'une fenêtre qui était restée ouverte. Ça, c'était un vendredi. Et quand il est revenu le lundi suivant, il a retrouvé sa boîte de pétri, puis s'est aperçu qu'il y avait une moisissure qui s'était développée. Eh bien, 90% d'entre nous auraient regardé cette expérience ratée, parce que ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Et qu'est-ce qu'ils auraient fait? 90% d'entre nous, on l'aurait jeté à la poubelle. Mais lui, il s'est dit, c'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il a fait attention. Il s'est posé la question. Moi, j'ai un ami qui est un analyste, qui fait de l'analyse stochastique des risques. Oui, c'est ce qu'on utilise dans les sociétés et compagnies d'assurance pour savoir quels sont, pour avoir les tables des âges, voilà, évaluer la longévité des personnes. Et si vous parlez à une personne de 300-400 personnes, eh bien peut-être, il faut se dire que, et cet ami m'a dit que sans Fleming, peut-être que la moitié des personnes la moitié de votre assemblée, si vous parlez devant 300-400 personnes, la moitié ne serait peut-être pas venue parce que leurs parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents seraient morts parce qu'ils n'auraient pas pu bénéficier de cette pénicilline. Donc faire attention à ce qui nous entoure, c'est très important. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment que vous pensiez à trois lieux ou activités qui vous inspirent le plus. Là, vraiment, vous avez vraiment des idées, où vous êtes bouillonnant de créativité. Là où les lieux où vraiment toutes les idées viennent à vous. Ne les notez pas, juste pensez à ces 3 lieux où vraiment vous êtes très créatif. D'accord? Tout le monde a au moins eu 1, 2, 3 lieux. Je le fais, et ça, je le fais. C'est une question que je pose partout, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Afrique, et les résultats sont toujours les mêmes. Et voici ces résultats. En général, dans un public, si on prend un public, 20% vont dire qu'en fin de compte, le lieu où les idées leur viennent le plus facilement à la tête, c'est en écoutant de la musique. 22% vont répondre dans la routine, les activités répétitives. Par exemple, en faisant la vaisselle, en lavant le linge, en passant la tondeuse. 25% disent que c'est en faisant l'exercice. C'est combien pour vous? Normalement, c'est 25%. Donc en faisant de l'exercice, en courant, en nageant. 30% disent en marchant. Alors combien d'entre vous ont des idées en marchant? Un peu plus. Et vous avez aussi conduire une voiture, soit des conducteurs ou passagers d'une voiture. Donc combien d'entre vous ont des idées dans les voitures? 42%. Et au lit, la moitié disent au lit. Et vous? Alors, le premier, c'est quoi? La première réponse, c'est quoi? Sous la douche. 63% des gens disent que c'est sous la douche qu'ils ont leurs meilleures idées. Donc, c'est très intéressant. Cette liste est vraiment intéressante. Mais ces activités, lesquelles sont en lien avec le travail? On est dans une conférence sur l'innovation. On sait que l'innovation est vraiment essentielle. Combien de fois vous entendez le mot innovation par jour? 1 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois? Et tous ces lieux n'ont rien à voir avec les lieux de travail. Parce qu'en fait, là où on est le plus créatif, c'est sous la douche. Mais ce ne serait pas bien si, tout d'un coup, on pourrait avoir cette même créativité, en fin de compte, dans une salle de réunion. Donc, comment amener la douche dans la salle de réunion? Et combien d'entre vous ont la meilleure vie parce que vous avez peut-être eu une très bonne idée dans la douche, mais en fin de compte, puis le temps que vous finissiez de vous doucher, de vous sécher, l'idée, vous l'avez oubliée.
Donc c'est vrai qu'on essaye de... Mais ce serait bien qu'on puisse à la fois donc, non seulement avoir des idées, mais pouvoir les retenir. C'est pour ça que l'on a besoin de structure. Et c'est en besoin de structure pour pouvoir combiner donc, voilà, cette créativité que l'on lance à la douche avec la structure que l'on applique lorsque l'on est au travail, ou la discipline que l'on applique lorsque l'on est au travail. Donc, principe numéro 2, ou algorithme numéro 2, est également très simple. Il faut prendre des notes. C'est essentiel de prendre des notes. Et moi, je ne vais jamais sans ce petit carnet. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je veux prendre des notes lors d'une conférence. Et je ne vais pas vous demander de prendre des notes pendant cette conférence. Parce qu'en fin de compte, tout ça, vous pouvez le retrouver sur Internet. Il faut prendre des notes, par contre, de ce qui se passe dans votre tête, pour que vous puissiez vous souvenir des idées que vous avez eues. C'est pour ça que j'ai un petit carnet. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire. Plus avoir des idées, c'est bien, mais il faut aussi se rendre compte qu'on a des idées. Et plus vous rendrez compte que vous avez des idées, de plus vous aurez, et ça va générer encore d'autres idées, parce qu'en fin de compte, vous allez renforcer cette activité créative. Donc, juste le fait de noter votre idée dans un petit carnet va faire que non seulement vous allez vous souvenir de cette idée, mais vous allez avoir d'autres idées, donc vous serez plus créatif. J'adore ce proverbe chinois qui dit que l'encre la plus pâle vaut mieux que la meilleure mémoire. On a tous fait cette expérience. Une autre citation que j'aime bien, je ne sais plus qui l'a dit, mais pour 5 minutes, vous êtes un génie. Et le reste de votre vie, vous êtes un idiot. Ça, c'est l'idée, voilà, parce que vous n'êtes pas sous la douche. On revient encore à la douche. Alors, maintenant, algorithme numéro 3, posez des questions. Mais avez-vous remarqué qu'on a toujours tendance de parler d'une manière déclarative? Mais les questions peuvent être très différentes. Regardez les deux types de questions que je vais vous proposer. Alors, je vais vous demander de faire, c'est de voir un petit peu ce qu'il y a dans votre... d'essayer de voir ce qui se passe dans votre tête, ce qui se passe dans votre tête, que vous écoutez ces premières questions, citations ou questions. Paris est distant de Singapour. Maintenant, je vais vous montrer une autre phrase. Et encore, et de nouveau, faites attention à ce qui se passe dans votre tête. À quelle distance se trouve Paris de Singapour? Donc là, on est passé d'une affirmation à une question. Mais je sais que du fait d'être passé d'une affirmation à une question, on n'a pas. Alors vous avez peut-être eu l'idée l'image d'un avion qui décolle de Paris pour aller à Singapour. Mais le fait qu'on pose la question fait que vous êtes plus attentif. Quand on pose une question, ça réveille un petit peu votre cerveau, en fait. Il y a des études qui ont été faites et qui ont montré qu'en fin de compte, que lorsqu'on pose une question, avec un IRM, on s'aperçoit qu'en fin de compte, que le cerveau humain se met en route, c'est clair, en fin de compte, plus lorsqu'on pose une question que lorsque le cerveau entend une affirmation. Donc, poser des questions est important, mais pas n'importe quel type de question. Il faut poser des questions qui soulèvent des problèmes. Je travaille avec beaucoup d'ingénieurs et avec des médecins également. Alors, des personnes qui sont dans des entreprises ou dans des métiers. C'est vrai, ils doivent résoudre des problèmes. Bon, un ingénieur, s'il y a un pont qui s'écroule, eh ben, c'est grave, des gens peuvent mourir. Pour un chirurgien, c'est pareil. Donc, ces personnes ont tendance à se poser des questions. Mais le problème, c'est qu'on des fois, on pose des questions qui soulèvent des problèmes, mais des problèmes auxquels on connaît déjà les solutions. Et quel est l'intérêt de ça? En fin de compte, la réponse ne va rien vous apporter de nouveau. Donc, en fin de compte, l'idée ici, c'est de poser des questions qui soulèvent des problèmes difficiles. Des problèmes qui sont difficiles à résoudre. Prenons un autre exemple. Qu'est-ce qui va vous faire courir le plus vite? Est-ce que vous allez courir très vite vers un banana split ou est-ce que vous courez plus vite si vous devez fuir un alligator? À mon avis, c'est ça. Là, c'est dans cette situation que vous allez courir le plus vite.
Parce qu'en fait, quand on est motivé par les problèmes, c'est pas vraiment très politiquement correct de dire, oh, il y en a des gens qui vont dire non, c'est plutôt les opportunités qui nous motivent. Mais enfin, comme notre cerveau, non, il fonctionne pas comme ça, lui. Votre cerveau, il réagit vraiment, voilà. En cas de danger, on court, voilà. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut se poser des questions qui concernent des problèmes difficiles, qui dérangent en fait même. Donc on a parlé donc des questions, voilà, éviter de poser des questions dont on connaît les réponses, etc. Règle numéro 4 maintenant. Non, ah, je suis revenu en arrière, excusez-moi. Viser le troisième tiers. Alors ça peut être un petit peu plus complexe, mais il y a énormément d'études psychologiques qui nous disent que lors d'une séance de brainstorming ou de design thinking, lorsque vraiment c'est une bonne séance, les meilleures idées, en fin de compte, elles arrivent à la fin. Donc en fin de compte, on peut diviser donc, le flux d'idées en 3 tiers. Donc il y a le premier tiers. En général, c'est des idées qui ne sont pas vraiment des idées, en fait. C'est des choses dont on se souvient. C'est vraiment des idées qui étaient vraiment à la surface du cerveau. Elles ne sont pas si intéressantes que ça. Le deuxième tiers, si on peut arriver à ce deuxième tiers, sont en général, là c'est là qu'on commence à quitter un petit peu sa zone de confort et on devient un peu plus créatif. Et lorsqu'on arrive aux questions du troisième tiers, c'est là que l'on a les idées les plus innovatives. Et vous avez peut-être eu cette expérience avec, vous êtes dans une salle, il y a des personnes qui lancent des idées comme ça à droite, à gauche, et on dit non, et puis il y a personne qui dit non, ça marchera pas, ça marchera pas, ça marchera pas. Et finalement, il y a quelqu'un qui dit j'ai une idée, et puis tout le monde dit oui, ça pourrait marcher. Et pour une raison tout à fait extraordinaire, quelqu'un dit ça y est, la réunion est terminée. Donc ça veut dire que la première idée qui pourrait éventuellement marcher fait que la réunion est terminée. C'est incroyable. Hein? Et pourquoi pas? Et la deuxième bonne idée, la troisième bonne idée, et pourquoi pas la 90e bonne idée suivante? Pourquoi ne même pas les envisager, ne même pas les écouter? Donc ce qu'il faut, c'est qu'en fin de compte, c'est que quand vous commencez à avoir des bonnes idées, il faut au contraire, il faut continuer la réunion. Donc je voudrais que vous pensiez à des choses qui sont impossibles à faire pour les êtres humains. Et quand je dis impossible, c'est impossible. Donc je ne vais pas parler de perdre du poids, je veux dire vraiment impossible, impossible. Mais qui serait vraiment cool si on pouvait les faire. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent donner des idées? Alors, des idées de choses impossibles à faire, mais qui seraient vraiment bien si on pouvait les faire. Être immortel. Autre. Pouvoir tout faire. Ça couvre tout, ça. En plus, être créatif, d'accord? Téléportation, oui. À pouvoir respirer dans l'espace. Bon, moi j'ai établi une espèce de liste, de liste de ce que les gens pourraient dire. Et je vais vous montrer cette liste. La première, c'est respirer sous l'eau. Donc c'est un peu, ouais, c'est pas là, c'est pas dans l'espace, c'est sous l'eau. Être invisible, donc ou alors avoir une vision à rayon X par exemple, pour voir ce qui est invisible. Être caméléon. Ah non, j'ai interverti, pardon. Oui, donc c'est ça, être caméléon ou invisible. Donc avoir une vision à rayon X, lire dans les pensées. Donc pouvoir rentrer dans la tête. Qui a eu envie de faire ça une fois? Voyager dans le temps. Voilà, pouvoir aller dans l'avenir, dans le futur ou dans le passé. Ne pas vieillir ou ne pas être malade. Donc ça lié à l'immortalité, être immortel ou ressuscité. Alors, la téléportation, être à 2 endroits à la fois. Ne pas avoir besoin de dormir. Pour certains pensent peut-être que ce serait bien si on pouvait se passer de dormir. Et puis une autre idée. Donc grossesse masculine. Parce que même si peu de personnes veulent l'admettre, il y en a qui rêveraient quand même de pouvoir, beaucoup d'hommes rêveraient d'être enceints et enfin voler. Mais je pense que s'il y a vraiment pensé dans ce genre, à ce qui est impossible à faire, je pense qu'il y a une forte probabilité que ce que vous pensez se trouve dans cette liste. Et moi, je ne suis pas un génie.
Mais je ne peux pas tout deviner. Pourquoi est-ce que j'ai deviné ce que vous pensiez? Parce que ça, c'est vraiment les premières... On est dans le premier tiers d'idées, ça. Mais vous avez vu Star Trek, vous avez vu plein de films d'anticipation. Donc ça, mais c'est ça qui vous a conditionné à penser que ouais, c'est super, mais ça n'arrivera pas. Et en fin de compte, et si vous avez continué à penser, et vous n'aurez peut-être pas aimé ça, si je vous pousse encore à travailler, à penser, mais si vous avez continué donc à réfléchir à cette question, ce qui est impossible à faire, mais que vous aimeriez bien faire, ou qui serait cool si on pouvait le faire, vous auriez obtenu d'autres idées, pas ce premier tiers d'idées. Alors un autre exemple, il y a quelques années, j'ai eu le cas d'une fabrique de verre, en fait, aux États-Unis. Et ils étaient confrontés à un problème, à savoir que ils avaient donc les verres qui avançaient sur un convoyeur. Et il y avait donc des personnes qui prenaient les verres et qui les mettaient dans des cartons. Et c'était des verres qui étaient destinés à la restauration. Alors, les ouvriers avaient donc des piles de papiers journaux, donc des papiers journaux de la veille ou des jours précédents. Et ils devaient donc prendre chaque verre, l'envelopper dans du papier journal et le mettre dans la boîte. Mais le problème, c'est que les ouvriers avaient tendance parfois à regarder le papier journal et puis à voir les titres qui étaient sur ce journal. Et en fin de compte, ça les perturbait parce que pendant qu'ils lisaient le journal, ils ne pouvaient pas, ils rataient des verres sur la ligne. Donc c'était un problème pour cette entreprise. Et donc, ils m'ont appelé pour résoudre ce problème. Donc, première idée, premier tiers d'idée, on va les renvoyer tous. On va mettre des caméras de surveillance, on va les punir ou les récompenser. Mais ça, ce sont vraiment des idées basiques. Ça, ce sont des idées du premier tiers. Donc, on a continué à réfléchir lors d'un séminaire et on leur a dit, allez, continuez à réfléchir. Et à la fin, ils étaient vraiment énervés. Ils me disaient, mais genre, il y en a marre, on vous a déjà donné nos idées. Et puis, à un moment, il y a un gars qui a dit, il n'y a qu'à leur crever les yeux, ça résoudra le problème. Ah, évidemment, ce n'est pas très politiquement correct. Et c'est même pas légal, d'ailleurs. Mais on a commencé à réfléchir à cette idée, leur crever les yeux. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la solution, c'est qu'ils ne puissent pas voir. Et si vous embauchiez des aveugles pour faire ce travail? Ah, ça, c'est une idée intéressante. Alors, ça ne résout pas seulement le problème du papier journal, mais enfin, il s'aperçoit que les personnes les malvoyants ils développent d'autres sens, dont le toucher. Donc, ce sont aussi des personnes ils ont moins tendance à faire tomber les choses. Et en même temps, on les aide parce que c'est difficile pour eux de trouver du travail. Donc, à partir de cette idée complément incroyable, crever les yeux, on a obtenu cette idée d'employer des aveugles. Et c'était vraiment une très bonne solution pour cette entreprise. Donc, juste un exemple pour montrer combien il est intéressant d'aller jusqu'au troisième tiers d'idées. Alors maintenant, idée numéro 5, ou règle numéro 5, laissez reposer. Combien d'entre vous sont déjà... Bon, imaginez, vous allez au lit, vous avez un problème en tête, ça vous agace, et puis le lendemain matin, vous vous réveillez et vous avez la solution. Combien d'entre vous ont eu cette expérience? Mais c'est vrai que, en fin de compte, notre cerveau, il travaille mieux, il travaille la nuit. Et il travaille mieux, en fin de compte, quand on ne le force pas à travailler, donc la nuit, quand on dort. En quelque sorte, en fin de compte, on débranche, en fin de compte, toutes les demandes que l'on peut avoir à notre cerveau, où on l'oblige à faire des choses. Et bien, une fois que le cerveau est libéré de ça la nuit, il travaille mieux. Et il y a aussi un scientifique qui s'appelait Kekulé. Il essayait de trouver une structure de la molécule de benzène. C'était un problème sur lequel il a travaillé pendant des années et des années. Et puis, il s'est endormi une nuit. Et puis, il s'est réveillé. Mais en fin de compte, il s'est réveillé avec l'image d'un serpent qui se mord la queue. Et il s'est dit, ça y est, c'est la structure qu'il me fallait. Donc, enfin, son cerveau conscient n'avait pas été capable de trouver la solution, mais son inconscient avait pu la trouver. Et il y a des centaines, voire des millions d'exemples de ce type, ou des personnes qui ont réussi donc à résoudre des problèmes importants uniquement
en allant se coucher. En anglais, on dit si vous n'y arrivez pas la première fois, recommencez. C'est aussi en français. Et moi, je dirais que si vous n'y arrivez pas, faites une pause, parce que c'est peut-être le meilleur moyen d'arriver à une solution. Numéro 6 maintenant. Alors c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est qu'en fin de compte, un des principes vraiment du design thinking ou de la pensée créative, tous utilisent les mêmes principes. C'est qu'il faut lister et choisir, faire des listes et sélectionner. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est lorsque vous êtes confronté à un problème, et vous le verrez cet après-midi, n'essayez pas de juger vos idées. Juste notez toutes vos idées, même si elles vous semblent complètement stupides, idiotes, mauvaises, ça ne fait rien. Si c'est politiquement incorrect, pas grave, mettez-la également par écrit. Et après, une fois que vous avez noté toutes vos idées, revenez sur cette liste d'idées et ce n'est qu'après que vous sélectionnez celle qui vous paraissent les plus pertinentes. Parce qu'en fin de compte, plus vous aurez des idées, plus vous aurez de chances dans cette liste d'idées d'avoir une idée qui pourra être exploitable. En fait, on pourrait dire que essayer de générer des idées, d'avoir des idées et de les juger en même temps, c'est comme essayer de conduire avec un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Ça ne marche pas. Et on a tous fait cette expérience, même quand il s'agit de vos propres idées, pas simplement dans un groupe. On dit « Ah, ce serait bien super », puis après on se dit tout de suite « Ah non, ça ne marchera pas ». Eh bien, on ne laisse pas la chance à cette idée de se développer. Donc, ça ne sert à rien de faire ça. Donc, le principe clé ici, c'est de faire des listes et après de faire des choix. Enfin, la dernière règle, pour moi, c'est peut-être la plus importante. Parce que lorsqu'on parle d'idées, et des gens même en général, on a toujours tendance à juger de manière binaire. C'est bon, c'est mauvais, ça c'est une bonne personne, une mauvaise personne, une bonne idée, une mauvaise idée. En fin de compte, on doit avoir un jugement ou une évaluation beaucoup plus fine. Et c'est ce qu'on appelle voilà, une évaluation donc, en profondeur. Parce qu'en général, on a tendance à passer de manière binaire. Bon, mauvais, dessus, dessous, oui, non. Dedans, dehors. Avec donc la pensée créative, au contraire, lorsque vous êtes confronté à un problème ou une idée, la première chose à faire, c'est de vous féliciter d'avoir une idée, même si l'idée vous semble franchement horrible. Il faut essayer de voir ce qu'il y a de bien dans cette idée. Donc il faut essayer donc de voir le bon côté de cette idée. Vous pouvez également critiquer l'idée, mais au début, il faut d'abord voir un peu ce qu'il y a de positif dans cette idée. Et après, vous pouvez commencer à la critiquer, voir ce qui ne va pas dans cette idée. Et ensuite, vous pouvez l'améliorer. Parce qu'en fin de compte, vous avez vous pouvez travailler sur deux aspects. Donc, vous avez ce qu'il y a de bien dans cette idée et voir comment vous pouvez améliorer ces bons points. Comment est-ce que vous pouvez le faire en économisant, comment est-ce que vous pouvez le faire plus vite, mieux, etc. Et après, vous avez les points faibles et comment vous pouvez remédier à ces points faibles. Donc, vous avez deux angles d'attaque pour améliorer cette idée. Et après, vous avez tout ça. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous commencez à évaluer cette idée. Est-ce que cette idée est vraiment... est-ce que je dois continuer avec cette idée ou ça ne vaut pas la peine? Donc, ce type de pensée approfondie, donc d'abord, vous voyez les points positifs, après vous critiquez, après vous améliorez, et ce n'est qu'ensuite qu'après vous évaluez et vous prenez une décision concernant cette idée. C'est la structure, la démarche qu'il faut appliquer. Donc, on a vu 7 clés ou algorithmes pour une pensée créative. La première, c'est être attentif, prendre des notes, poser des questions pertinentes pour des questions auxquelles il est difficile de répondre, atteindre le troisième terre d'idées, laisser reposer, faire des listes et faire des choix, et enfin approfondir sa pensée. Mais en fait, il y a quelque chose en plus, et peut-être ce qui est encore plus important que cette clé. En fait, il y a une 8e clé, c'est l'attitude. Il faut avoir une attitude d'ouverture. Il faut rester ouvert à ce qui est possible.
Et les personnes, en fait, abandonnent souvent parce qu'ils disent « Ah, c'est une bonne idée, mais elle n'est pas possible de toute façon. » Mais quelle est la définition de l'impossible? La seule chose qui est impossible, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est ça l'impossible. C'est ça la définition de l'impossible. Donc, ça veut dire que rien n'est impossible. Donc, cette attitude d'ouverture et d'ouverture à toutes les possibilités, je pense qu'en 63, en 64, il y avait Jules Steinberg qui a créé ce petit dessin. Vous voyez donc deux hommes dans une prison, ils sont enchaînés. À la fois, ils ont leurs mains et leurs pieds enchaînés. La situation est évidemment dramatique. Il y a un prisonnier qui se tourne vers l'autre qui dit « Voilà mon plan. » Donc vous pensez dans une situation franchement désespérée, mais vous avez un plan. On peut avoir l'impression qu'il n'y a aucun moyen de sortir de cette cellule. Donc c'est l'idée que même dans une situation qui est apparemment désespérée, on peut toujours avoir un plan, toujours essayer de s'en sortir. En français, vous avez un jeu que j'aime vraiment très bien et auquel j'ai essayé de jouer, ça s'appelle la pétanque. Mais c'est vraiment un jeu très cool. Et vous pourrez penser que c'est un peu pour les pépés, mais bon. Mais enfin, moi, je trouve très cool ce jeu. Parce que c'est le seul jeu, et je pense que c'est vraiment le seul jeu au monde où il est virtuellement impossible d'atteindre la cible, d'atteindre le but, le cochonnet. Parce que ça voudrait dire donc qu'il est impossible pour votre balle d'arriver juste au-dessus du cochonnet. Mais ça arrive pas, c'est pas possible. C'est soit votre boule va tomber, ou alors le cochonnet va être poussé. Vous allez juste toucher le cochonnet, mais vous ne pouvez pas l'atteindre comme un archer atteint vraiment le centre de sa cible. C'est impossible. Donc c'est vraiment le seul jeu où vous n'avez absolument aucune possibilité d'atteindre la cible, mais sans la cible, il n'y a pas de jeu. C'est pas cool, ça? Mais sans cible, il n'y a pas de jeu possible. Donc c'est juste pour illustrer le fait qu'il faut vraiment toujours viser à l'impossible. Je voudrais également vous raconter une histoire sur ce qui est on n'est pas impossible. Bon, j'ai peut-être un peu débordé de mon temps imparti, mais je voudrais vraiment vous parler de cet exemple, parce que je pense qu'on peut vraiment en tirer beaucoup d'enseignements. Il y a un philosophe grec, Héraclite, qui a dit une rencontre inattendue est plus puissante que celle qui est évidente. Donc il a dit qu'une rencontre inattendue est plus puissante que celle qui est évidente. Et je pense que ce qu'il voulait dire par là, est-ce que vous avez déjà eu l'expérience de comprendre quelque chose pour la première fois? Vous avez l'impression que ça fait poup, ça s'éclaire dans votre cerveau. C'est vraiment une impression, c'est presque un orgasme en fait. Donc vous avez cette expérience vraiment de comprendre tout d'un coup. Alors, ça peut être une idée très simple. Ça peut être un poster sur un bus, ou au début, vous ne comprenez pas pourquoi cette affiche, ce que veut dire cette affiche, puis tout d'un coup, vous dites, bah oui, c'est bien sûr, c'est ça. Ou vous avez la solution à un problème, et tout d'un coup, vous trouvez cette solution. Et c'est vraiment un sentiment d'excitation, c'est un sentiment merveilleux. Donc, un bon exemple est celui de Thomas Edison. En fait, il travaillait sur un problème du son. Il voulait enregistrer le son. Donc, il a essayé plusieurs choses qui n'ont pas marché. Un jour, il était à son bureau, il avait un verre d'eau. Et il y a un train qui est passé. Et donc, le train a fait trembler l'eau dans le verre. Et donc, il s'est rendu compte que des vibrations qui passaient par le sol sont remontées jusqu'au bureau et ont fait trembler l'eau. C'est un peu comme Jurassic Park, vous savez, quand les dinosaures arrivent et on voit l'eau qui tremble dans un verre. Et tout d'un coup, il a eu l'idée. Eh bien, c'est bien sûr. Le son, ce sont des vibrations. Donc, il y a des ondes physiques. Est-ce que je ne pourrais pas renverser ce processus? Est-ce que je ne pourrais pas faire que des ondes sur une surface produisent du son? Donc, il a utilisé un mégaphone, un grand mégaphone, et il a crié dedans. Et il avait une petite aiguille au bout qui était attachée à une petite pièce de papier.
Et il a essayé de crier dedans. Et en fin de compte, il s'est aperçu. Il a dit, et en fin de compte, ce qu'il a crié, il a pu l'entendre après, en écoutant, en mettant sa tête dans le cornet du mégaphone. Donc pour la première fois, il a pu entendre sa propre voix. Ça a été vraiment incroyable. Ça n'était jamais arrivé avant, juste parce qu'il a fait cette connexion. Donc, dans un contexte plus moderne, voici monsieur le docteur Venkatawamy, c'est un ophtalmologue indien. Je crois qu'à la fin des années 1990, à l'époque, la cécité liée à la cataracte était vraiment un désastre en Inde. Et il y avait énormément, plusieurs milliers d'Indiens qui, en fin de compte, devenaient aveugles à cause de la cataracte. Mais il y avait tellement de personnes à traiter, à soigner, qu'il était difficile de soigner tout le monde. Mais ce qui est vraiment... Mais vous le savez. Et pourtant, c'est une opération simple. Dans 99,99% des cas, il suffit de se faire opérer et on récupère la vision. Mais en Inde, c'était difficile du fait du nombre de patients à traîner. Et ce docteur était un amateur d'échecs. Et il est allé à un tournoi d'échecs. Et il y avait un maître, donc, qui, en fin de compte, qui jouait 12 parties à la fois. Et il se déplaçait de table en table. Et après, il s'est dit, mais c'est incroyable. Encore une connexion inattendue. Si cette personne est capable de jouer 12 parties d'échecs en même temps, est-ce que je ne pourrais pas opérer 12 personnes à la fois? Et sa famille, ses collègues lui ont dit, mais ça ne va pas la tête. C'est impossible. Ben, non, moi je pense que c'est possible, je vais essayer. Donc il est allé aux États-Unis, il est allé à Détroit, parce que c'est là où il y a une grosse production automobile, et il s'est aperçu, effectivement... Bon, c'est vrai que là, eux, ils montent plusieurs voitures à la fois, mais là, évidemment, c'est du métal, c'est du plastique, ce ne sont pas des êtres humains. Donc il est allé dans une autre, en Ohio, dans l'université McDonald's. Et là, on apprend aux gens à faire 12 hamburgers en même temps. Donc, il a adapté leur méthode et il a conçu, en fin de compte, une salle d'opération où on peut vraiment soigner 12 personnes à la fois. Donc, en fin de compte, ce sont les médecins qui se déplacent de patient en patient. Donc, en fin de compte, Donc, on peut opérer 12 personnes. Alors, pas à la fois, on les opère à des stades différents. On prépare certains patients, on opère sur d'autres et on fait le post-opératoire sur des autres. Mais c'est l'idée, c'est le concept de pouvoir avoir une chaîne de patients, en fait, et pour en traiter plusieurs à la fois. Et ce qui est important, c'est que ce n'était pas un dispensaire. Hein. C'était vraiment une activité pour cette personne. C'était une entreprise. Mais une entreprise, l'idée, c'était vraiment de pouvoir soigner le plus grand nombre, mais en même temps de faire de l'argent, parce que c'était son entreprise. Et en fin de compte, ce docteur a pu... Le résultat de son expérience, c'est qu'on avait 2,5 millions de consultations externes par an, donc en ambulatoire, 300 000 opérations chirurgicales par an. Et dans cette clinique ophtalmologique, ils ont réussi vraiment... donc leur système a permis d'éliminer la cécité liée à la cataracte en Inde. Et est considéré vraiment comme l'une des meilleures cliniques ophtalmologiques au monde, donc pas seulement en Inde, mais au monde. Et il y a même des gens qui vont en Inde se faire opérer de la cataracte. Et deux tiers, en fin de compte, c'est un tiers des patients payent et les recettes générées permettent de traiter gratuitement les 2 tiers restants. Donc là encore, c'est cette idée de connexion inattendue, rencontre inattendue. Et au début, on lui avait bien dit que c'était impossible à faire. Comme je l'ai dit, j'ai dit que sans cible, il n'y a pas de jeu de pétanque. Mais il y a également autre chose, et j'espère que chacun d'entre vous ici se fera la promesse que lorsque vous travaillez sur votre projet, lorsque vous allez travailler sur votre business plan, quand vous allez réfléchir à la façon de changer le monde, entre guillemets, il faut d'abord commencer là où c'est impossible. Merci beaucoup pour votre attention.